se considère rarement soi-même comme vieux, vieux ou vieille. Euh, Comment sait-on qu'on est vieux ou vieille? Ben, on ne le sait pas, hein. On ne le sait pas, on ne le sait pas, on ne veut pas le savoir. Généralement, quand on est jeune, vous, vous êtes jeune, donc vous ne vous posez pas la question de votre vieillesse. Moi, je ne me la suis jamais posée non plus, d'ailleurs. On est toujours, on se considère jamais comme vieux de soi-même à soi-même. C'est pas une opération solipsiste, c'est toujours les autres qui vous désignent comme vieille ou comme vieux, mais on est toujours le vieux ou la vieille de quelqu'un d'autre. Donc, autant s'y attendre assez jeune. Et d'autre part, moi, j'ai été très frappée en France depuis quelques années, et notamment depuis que les débats sur la retraite ont fait florès sur les réseaux sociaux, mais aussi de manière sociétale. Quand on parlait à des gens très jeunes qui étaient en train de rentrer dans le monde du travail ou qui étaient en train de chercher à rentrer dans le monde du travail, et là, c'est devenu une habitude. Justement, les personnes âgées, c'est-à-dire à partir de 45 ans et plus, dans le monde de l'entreprise, on est considéré comme une personne âgée. Donc, c'est les personnes âgées de 45 ans et plus et les personnes jeunes qui sont les plus en difficulté par rapport au monde du travail. Les plus vieux, on veut les sortir et les plus jeunes, on ne peut pas les faire rentrer. Et ces plus jeunes disaient déjà, depuis 2-3 ans, ce qui m'intéresse dans la recherche d'un emploi, ça m'avait beaucoup fasciné, beaucoup étonné, beaucoup questionné, mais maintenant je comprends. Ils disaient, notre critère le plus important dans la recherche de l'emploi, c'est évidemment que ça corresponde à nos désirs, mais c'est aussi de savoir quel sera notre montant de retraite. Ça veut dire que des jeunes, maintenant, font rentrer à l'intérieur de leur curseur d'existence la manière dont ils vont vivre vieux. Parce que les jeunes savent très bien qu'ils vont vivre très vieux et ils entendent aborder cette plage de leur existence comme étant une plage de plaisir, de bonheur, de partage, d'apprentissage de connaissances, voire, pour parler plus vulgairement, de rattrapage qu'ils n'auraient pas eu le temps de faire durant leur autre existence. Donc on voit bien que l'âge et l'arrivée de l'âge, c'est vraiment une nouvelle vie. Alors, je le disais en préambule, hein, vous placez votre texte sous la tutelle de très grands écrivains comme de Beauvoir ou bien Duras. Et si on s'arrête sur cette dernière que vous citez souvent et à qui vous avez consacré une biographie dont je conseille la lecture à tous ceux qui nous écoutent si ce n'est pas encore fait, et si on s'arrête notamment sur l'amant, sublime, un amant, et la manière dont ce roman démarre. Je cite Duras. Un jour, j'étais âgé déjà, pardon, dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître, il m'a dit, je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune, et je suis venu pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant, dévasté. Alors, tout le monde connaît parfaitement cet incipit. Et au-delà du fait que l'amant est une enquête sur ce travail du temps en nous, le récit de la destruction de ce visage loué par l'inconnu, en réalité, et je voulais savoir si vous étiez d'accord avec elle sur la manière dont vous le vivez, vous, en réalité, nous dit Duras, l'erreur serait d'opposer l'image d'avant, l'image resplendissante du passé, et le visage détruit du présent. Comme si finalement, l'identité n'était pas rupture, mais passage. Comme si les autres instauraient une distance artificielle entre ces deux moments qui sont en fait intimement liés. Sous la matière détruite, sous cette peau ridée, sous cette peau détruite, dévastée, comme elle dit, il faut savoir retrouver le sature intact, le dessin de la jeunesse. Parce que sous cette carapace, on va dire, Duras se dit, mais je suis toujours la jeune fille que j'étais. Oui, bah écoutez, c'est une question de philosophie hein, qui rejoint des problèmes plus sociétaux, mais c'est une question de philosophie extrêmement importante parce que est-ce qu'on est forcément réduit à n'être que notre apparence? Est-ce que nous n'avons rien d'autre à l'intérieur de nous que l'extérieur de notre enveloppe corporelle? Alors, on ne va pas citer des philosophies comme celle d'Emmanuel Lévinas qui
s'attacher à retracer l'importance du visage comme signe de notre individualité. Mais il n'empêche qu'on vit de plus en plus dans une société où, comme vous venez de le faire remarquer, à travers le texte de Duras, on est réduit à être ce que les autres croient que nous sommes par l'extérieur de notre apparence. Et contrairement à vous, je pense que Marguerite Duras était plus belle quand elle était vieille que quand elle était jeune. Alors, je pense que le monsieur qui lui a dit ça le pensait vraiment. Il le pensait vraiment parce que je crois que même si l'apparence de la vieillesse est quelque chose qui est jugé rébarbatif, anxiogène et générateur d'angoisse par rapport, encore une fois, à notre propre finitude et à la mort, parce que le dégoût de la vieillesse que manifeste notre société française, c'est aussi une angoisse terrible par rapport à la mort qui s'est éloignée de tous côtés de notre société depuis une bonne 50aine d'années. Mais donc, pour revenir à votre question, c'est est-ce que l'âge n'a pas en soi tout un code de valeur de beauté aussi? Je parle sur le plan esthétique. Est-ce que le visage de Marguerite Duras, buriné comme une vieille carte géographique, où les rides signifient la sédimentation de ses émotions, de ses perceptions, de ses connaissances, de ses joies, mais aussi de ses douleurs et de ses souffrances, n'est-elle pas beaucoup plus intéressante à contempler, voire à méditer, que le visage lisse, magnifique d'un ovale parfait quand elle avait 16-17 ans et qu'elle est devenue une sorte d'enjeu sexuel pour son frère qui l'a vendu pour pouvoir avoir de l'argent et satisfaire son appétit de drogue, vous voyez? Est-ce que l'âge n'est pas aussi accompagné par une forme de beauté qui, pour le moment, est considérée comme quelque chose de très dépréciatif et de l'ordre de la vanille? C'est une question que je me pose. Hein. Alors, évidemment, quand on parle de la vieillesse, on l'oppose, et quand on relit la vieillesse de Beauvoir, elle parle de rupture de civilisation déjà entre Ouais. les vieux et les jeunes dans ce magnifique texte qui est Vieillesse. Et alors que vous rappelez très simplement que le vieux ou le vieillard, dans certaines cultures encore, comme j'ai l'impression, comme c'était le cas chez nous il n'y a pas si longtemps, finalement, j'ai l'impression que moi, mes grands-parents avaient cette aura, à savoir des êtres qui étaient considérés à la fois comme par les plus jeunes, mais aussi plus largement par toute la société, euh, qui étaient considérés parce qu'ils étaient détenteurs de savoir, de secrets que les autres n'avaient pas. Et donc, vous posez aussi la question de la responsabilité de la communauté des hommes face à ces vieux, qui sont pourtant mis de côté. Ben, je pense que cette responsabilité, elle est très, très grande. C'est-à-dire que nous obéissons de manière plus ou moins consciente, et je pense pas mal d'une manière inconsciente, à des dictats qui sont régis par les lois économiques que nous subissons. Et à l'intérieur de ces lois économiques que nous subissons, il y a une espèce de concentration sur le temps dit actif de chacun d'entre nous. On est dans une société de vitesse, d'ultra-vitesse. Et là, il y a un philosophe qui avait pensé cette vitesse de manière assez extraordinairement visionnaire, c'était Paul Virilio, il y a déjà une vingtaine d'années. Et cette vitesse ne cesse de finalement nous amener à une espèce d'idée de performativité, d'efficacité suprême devant l'éternel, c'est-à-dire l'éternel, c'est les bénéfices qu'on peut engranger, c'est l'argent qu'on peut gagner le plus rapidement possible, c'est les capacités maximales de nos êtres individuels. Et donc, cette espèce d'autel de sacrifice de la vitesse fait que dans la courbe des âges, eh bien, le temps utile
à l'efficacité économique. Nous sommes tous des agents d'une société économique ultralibérale et notre temps de l'utilité sur l'échiquier social est réduit de plus en plus à être de plus en plus court, c'est-à-dire de se situer entre 20 et 45. Donc cette espèce de concentration du temps fait que ça pose un problème de pacte civilisationnel, comme le disait déjà il y a 50 ans Simone de Beauvoir, parce que les choses se sont aggravées depuis les prophéties de Simone de Beauvoir et sont devenues ô combien réelles. Cette concentration du temps pose beaucoup de problèmes parce que comme les jeunes ont de plus en plus de mal à rentrer dans le monde du travail, et si on est plus jeune à 45 ans, et si on a des problèmes de boulot parce qu'on est considéré comme senior à partir de 45 ans, les deux poches, entre guillemets, qui sont le plus affectées par le manque de performativité, c'est d'un côté les jeunes et de l'autre côté les vieux. Donc, ça fait un temps très resserré, ça fait une chaîne de rupture de transmission complètement brisée et ça fait des classes d'âge, des classes de lutte de classe, si j'ose dire, qui ne peuvent pas exister parce qu'elles seraient contre-productrices à la société. Donc, c'est vraiment des problèmes philosophiques, mais aussi des problèmes politiques de très grande importance. D'autre part, je voulais ajouter, parce que ça fait partie d'un des étonnements nombreux que j'ai eus au cours de cette enquête, que dans notre civilisation française, mais je pense de manière plus générale européenne et occidentale, il y a eu très longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle et même, je pense, jusqu'au début du XIXe, personne ne savait son âge dans la société. Nous n'avions pas d'âge. Il n'y avait pas de fiche d'état civil. Les gens n'avaient pas d'âge. Ils avaient l'âge, comme on dit vulgairement aujourd'hui, de leurs artères, de leurs capacités, etc. Mais les gens ne savaient pas leur âge. C'était pas une catégorie dans laquelle on pouvait les enfermer. Les classes d'âge sont venues quand les guerres ont commencé à succéder, notamment sous Napoléon, où la classe d'âge, justement, de ceux qui étaient enrôlables pour la guerre, était devenue une cible de chair à canon, si vous voulez. Mais pendant très longtemps, de manière civilisationnelle, on n'a pas eu besoin de se poser l'âge qu'on a. Et ça, je trouve que c'est abyssal. Ça veut dire qu'on a vécu des siècles et des siècles sans avoir d'âge, si ce n'est dans les milieux aristocratiques et dans les milieux de la grande noblesse, où là, on consignait dans des carnets, dans des cahiers, etc., l'âge de la naissance parce que c'était synonyme d'héritage. Mais sans ça, on vivait sans âge, hors de l'âge. Et justement, cette rupture de civilisation, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est davantage marquée aujourd'hui entre les jeunes et les vieux, où j'ai le sentiment qu'on est quand même, et même de la part des vieux, à savoir dans une fascination du jeunisme, et qui est une fascination qui est un petit peu folle, enfin, qui est irraisonnée. Et je prends notamment l'exemple des questions d'ordre écologique qui marquent cette frontière et cette responsabilité que la jeunesse renvoie aux générations précédentes. Et je pense qu'il y a un symbole, enfin vous allez me dire ce que vous en pensez, mais il y a un symbole qui traduit ça, c'est l'importance ahurissante que l'on accorde aux jeunes en leur confiant, comme on le fait avec Greta Thunberg, un sujet politique aussi primordial que l'écologie. Et que l'on accepte pratiquement religieusement de mettre entre ses mains, les mains d'une adolescente, donc, en lui remettant le prix de la liberté, donc normalement qui est remis à des hommes et des femmes pourrissants dans des prisons chinoises, qui militent donc au péril de leur vie, et Greta Thunberg, on peut être choqué ou pas, mais peu importe, mais voilà, qui est reçue, ça c'est un fait, qui est reçue à Davos par les plus grands de ce monde, et qu'elle engueule en leur donnant l'ordre de paniquer. Et elle nous dit aussi que si on ne fait rien, elle fera la grève de l'école. Comme s'il y avait un lien entre faire la grève et sauver la planète. Et c'est en ça que je reviens sur le fait qu'on faisait confiance aux générations précédentes parce ils avaient un savoir, ils détenaient un savoir, ils étaient en eux-mêmes une bibliothèque. Et là, j'ai l'impression, parce que aussi je suis en contact avec des jeunes toute la journée, que c'est assez révélateur parce que, en fait, c'est la fin du monde,
ce dont on va se priver, c'est du savoir. On n'en a pas besoin parce qu'on sait déjà. On a le sentiment de savoir. Et donc, on peut se passer de l'école, des lieux, etc. Alors, c'est très complexe, votre question. Moi, je dirais, au risque de vous surprendre, que la jeunesse est la meilleure alliée de la vieillesse, que j'observe depuis les débuts du confinement, en tout cas en France, un mouvement tout à fait naturel de notre jeunesse qui a spontanément décidé de se déplacer pour pouvoir aller chercher leur nourriture. Spiritualiste de l'âme. C'est-à-dire que les jeunes se sont dit, on a besoin de nos vieux dans les villes. Les villes sont très hostiles à la vieillesse. Beaucoup de gens n'osent pas dire dans un état de solitude extrême. Il y a l'association Caius, la Croix-Rouge, il y a une dizaine de jours, disant que dans les grandes villes, c'était la condition objective la plus précaire et la plus difficile pour vivre cette vieillesse. Et donc, on a vu ce mouvement spontané qui est né. Donc, je pense que cette jeunesse-là, qui nous engueule, nous les boomers, hein, d'ailleurs, il y a tout un mouvement assez minoritaire aujourd'hui qui vient plutôt des pays d'Europe du Nord, qui disent « Ok, boomers, ok, alors vous avez assez occupé la place, partez maintenant, rentrez chez vous, fermez la porte. On ne veut plus vous entendre parler, on ne veut plus savoir que vous existez. L'avenir nous appartient. » C'est vrai que l'avenir appartient à la jeunesse. Mais moi, je crois que la jeunesse, elle est en colère à juste titre parce qu'elle a l'impression que nous, notre génération, et peut-être la génération d'après moi d'ailleurs, parce que moi, je me sens ni coupable ni responsable d'avoir participé à l'endommagement de la planète. Je ne savais pas, personne ne m'a prévenu, personne ne m'a donné des informations valides quand j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. À partir de l'âge de 60 ans, effectivement, les enjeux écologiques et les enjeux environnementaux ont commencé à exister et j'ai fait ce que j'ai pu, à ma modeste mesure. Mais je me sens ni coupable ni responsable collectivement et je ne comprends pas bien ce hockey boomers. Mais je le comprends, enfin par rapport en tout cas à notre génération. Mais par contre, ce que je comprends, c'est que par rapport au temps qui nous était imparti de la finitude humaine, moi je trouve que Greta Thunberg, elle a entièrement raison. Parce qu'elle hérite d'un monde que nous avons gaspillé, elle hérite d'un monde que nous avons endommagé, elle hérite d'un monde complètement abîmé, et donc elle voit d'une certaine façon, et pas elle seulement, hein, beaucoup de jeunes sont engagés dans les luttes écologiques et environnementales, et moi ça me fait extrêmement plaisir et je suis très admirative, parce qu'ils ont l'impression que le temps leur est compté, que l'avenir leur est bouché, que peut-être il n'y aura pas le même oxygène, que la banquise est en train de fondre, que les abeilles sont en train de mourir, que les animaux sont en train de mourir, et qu'on continue allègrement comme si de rien n'était. Donc, moi, je trouve qu'ils nous rappellent. Alors, nous, on est un peu les riches de la planète, c'est-à-dire qu'on a profité d'une vie que les jeunes n'auront pas. Mes enfants ne vont pas avoir la qualité de vie que j'ai eue. Mes enfants ne vont pas avoir un droit à la retraite aussi digne que celui que je vais avoir. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui me taraude personnellement, mais je pense que je ne suis pas la seule. Nous allons laisser un état de notre planète beaucoup plus préoccupant que celui que nous avons trouvé. Donc, c'est une vraie responsabilité quand même. Alors, ça sera ma dernière question parce que le temps tourne et je voudrais laisser aussi la parole aux personnes qui nous écoutent et qui auraient peut-être des questions à vous poser.
il y a évidemment ce livre se veut aussi un combat, une militance pour plus de dignité de la place des personnes âgées dans la société. Mais surtout, vous parlez des vieilles, des vieux, mais surtout des vieilles, avec cette phrase que je cite de votre texte, où vous dites que les hommes mûrissent, mais les femmes vieillissent, et que la vieillesse est une triple peine pour eux, pour elles, pardon, parce que pour les femmes, triple peine, la vieillesse, aussi dans le regard que porte la société sur elles, et dans la manière dont économiquement la société les traite. Absolument. Y a pas pire. Y a pire qu'un vieux, c'est une vieille. Il y a pire qu'une vieille, c'est une vieille pauvre. Et là, effectivement, on atteint à l'acmé de la stigmatisation à la fois économique, sociale, sociétale, psychique et morale. Et les femmes des milieux les plus défavorisés, ce sont des femmes qui ont commencé à travailler quand elles étaient très jeunes, qui n'ont pas pu continuer leurs études, qui ont été obligées de rentrer dans le marché de l'emploi de manière extrêmement jeune, brutale et pas préparée. Elles n'ont généralement pas eu droit à des contrats à durée indéterminée. Donc, les contrats étaient assortis de très, très bas salaires. Elles ont été obligées de multiplier les CDD pour avoir de quoi à la fois nourrir leur propre foyer dans des situations économiques et aussi sociétales, ou comme le dit le langage aussi de manière extrêmement soi-disant adoucie, elles sont dans des situations de monoparentalité. Tout ça pour dire qu'elles sont toutes seules à élever leurs propres enfants et donc à pouvoir essayer de les faire bouffer correctement. Et vous savez qu'en France, il y a une poche de pauvreté qui s'agrandit considérablement chaque année et personne ne dit rien. Mais vous savez que dans les milieux les plus défavorisés, ces femmes-là ne peuvent même pas payer la cantine de leurs enfants parce qu'elles n'ont pas de quoi. Et quand elles vieillissent, eh bien, elles ont des montants de retraite qui sont ridiculement bas et qui ne leur permettent pas d'avoir une existence digne et de pouvoir continuer leur vie jusqu'à la fin de leur jour de manière un tout petit peu sereine. Et personne n'en parle. Mais vous en parlez, et je voulais dire hein, quand même, l'énergie hein, et comment dire, ouais, l'énergie, la positivité aussi que donne la vitalité que donne votre livre hein, quand on le lit, et surtout au-delà c'est pas du tout un texte de justement de plainte. Non, il n'y a pas de plainte. plainte. C'est vraiment un livre qui, je l'ai lu comme ça, qui donne aux vieux la force de croire en eux. J'ai trouvé vraiment que c'était ça l'idée et c'est parfois un texte très très poignant parce que on se rend compte à quel point la société fait du mal à ces gens lorsque vous allez dans des EHPAD et que vous avez des témoignages que vous recueillez de personnes âgées qui parlent de leur propre inutilité à vivre et cette culpabilité qu'ils ont à être là, c'est-à-dire que le mal est fait, on a ce sentiment que le mal est fait et que la société a même réussi à mettre dans leur cerveau, à les convaincre de leur propre inutilité. Et je pense que c'est ça le plus poignant, le pire qu'il y a à lire dans votre livre, dans un constat atroce, quoi. Ben écoutez, je pense que vous avez raison, hélas, mais je pense que l'avenir est peut-être à construire et personnellement, je suis plutôt optimiste. Je pose plus de questions que je n'apporte de réponses parce que je ne suis pas particulièrement sachante sur ce sujet, mais par contre, je pense vraiment très sincèrement que c'est un grand sujet de société qui nous concerne toutes et tous, quel que soit notre âge, parce qu'on a tous, y compris quand on est jeune, des parents ou des grands-parents ou des grands-tantes, etc., qui vont apporter des connaissances, des cheminements de vie, des réflexions qui vous ont construit plus ou moins sans même le savoir, etc. Et je pense que la considération pour l'âge, c'est un des grands vecteurs de la construction de notre vivre ensemble dans le futur. Notre futur n'est guère gai en raison de cette pandémie qui continue et qui perdure. Mais par contre, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on va vivre de plus en plus vieux.
On va vivre de plus en plus vieux et en bonne santé. Les vieux ont de plus en plus de temps et ce sont ceux qu'on appelle les aidants, c'est-à-dire les personnes qui vont vers les gens les plus fragiles, les plus vulnérables, etc. Donc, on a besoin de nous. Et moi, je crois que les jeunes dont on parlait tout à l'heure, ils sont d'accord avec nous, les vieux, pour plaider pour une société qui soit moins écrasée par le profit, moins dominée par la concurrence et plus séduite par ce qu'on appelle l'éloge du care, l'éloge de la fragilité, l'éloge du temps qui passe dans le vivre ensemble. Et donc, comme le disait Simone de Beauvoir, c'est vrai que c'est en termes de civilisation qu'il faut réfléchir, en termes de valeurs humanistes et en termes de partage. Mais je pense qu'on est très, très, très nombreux à partager ce constat. Dernière question, ce sera une question de nos auditeurs sur le chat et après on vous libère, Laure, parce que je sais que vous devez y aller. Donc, ma question rejoint une de celles que Sébastien, donc moi, a posé tout à l'heure. Que pensez-vous de l'impact des nouvelles technologies sur notre perception des personnes âgées? Par exemple, avant, elles détenaient un certain savoir. Maintenant, ce savoir est souvent disponible sur Internet, d'où moins de respect et peut-être de considération. Alors, c'est une question très intéressante. Alors, je répondrai parce qu'elle est tellement profonde, cette question, qu'il est difficile d'y répondre dans toute l'amplitude philosophique et politique. Mais je dirais deux choses. Je pense que ce qu'on appelle la fraction numérique n'est pas l'apanage des vieux. Moi, je connais plein de jeunes qui sont moins doués que moi sur Internet, qui sont moins actifs sur les réseaux que plein de vieux. Moi, mon père vient de disparaître il y a quelques mois. Il était sur le groupe WhatsApp, il était sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que mon père. Dans les EHPAD, dans lesquels j'ai passé beaucoup de temps, et chez les personnes âgées avec qui j'ai passé beaucoup de temps, l'apprentissage du numérique a été fait il y a de nombreuses années et ça fait partie de leur horizon et c'est quelque chose qui est très naturel et qui a beaucoup modifié positivement leur vie, surtout en temps de pandémie, puisque maintenant on se parle sur Skype, on se parle sur WhatsApp, etc., parce qu'on va pouvoir de moins en moins se voir. Donc moi je pense que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est déconnecté, bien au contraire. Et d'autre part, je pense aussi que ça ne passe pas forcément par l'immatériel de notre nouvelle civilisation. C'est-à-dire, je crois que quand on a une certaine expérience, qu'on a traversé des décennies, il y a des choses qu'on a vécues, qu'on a ressenties, qu'on a perçues, qu'on a éprouvées par nos sentiments. Et tout ça, ça ne passe pas. Les connaissances, les informations, tout ça, ça passe par les écrans, évidemment. Mais tout ce qui est partageable passe par la parole. Et je pense que toute l'oralité de nos civilisations occidentales est pas du tout à effacer, est au contraire à mettre en lumière, à mettre en exergue, parler, transmettre et échanger. Je pense que c'est une constante très, très importante de notre vivre ensemble. Merci beaucoup, Laure. On pourrait parler pendant des heures. Hein. Absolument. En tout cas, moi, j'attends de venir à Singapour pour être sur la terrasse, à regarder le ciel et les feux d'artifice. Absolument, avec grand plaisir. Dès que les frontières s'ouvrent, on vous si vous venez à Paris, faites-moi signe qu'on se voit. Ça me fera très, très plaisir. Avec très grand plaisir. Je vous embrasse. Alors, moi aussi. À très bientôt. Ciao. Bye bye. À très bientôt. Ciao. Merci à tous. Très bonne soirée.